Étaient-ce les rêves qui avaient amené la fièvre? Ou la fièvre les rêves? Walter Gilman n'en savait rien. Derrière tout cela était tapie l'horreur sourde, purulente de la vieille ville et de l'abominable mansarde moisie, à l'abri d'un pignon où il écrivait, étudiait et se colletait avec les chiffres et les formules. Son oreille devenait d'une sensibilité surnaturelle, intolérable. La nuit, les mouvements indistincts de la ville obscure au dehors, les sinistres galopades de rats dans les cloisons vermoulues, et le craquement des poutres invisibles de la maison séculaire lui donnaient à eux seuls l'impression d'un pandémonium de stridence. Les ténèbres grouillaient toujours de sons inexplicables. Et pourtant, il tremblait parfois que ces bruits-là ne cessent pour faire place à d'autres plus assourdis qu'il soupçonnait de rôder derrière eux. Il vivait dans l'immuable cité d'Arkham, hantée de légendes. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre où il logeait. Car c'était cette maison, cette chambre, qui avait abrité aussi la vieille Kezia Mason, dont nul n'avait jamais pu expliquer l'évasion in extremis de la prison de Salem. C'était en 1692. Le geôlier, devenu fou, redouilla qu'un petit animal à fourrure au croc blanc s'était échappé de la cellule de Kezia. Et Cotton Mather lui-même fut incapable d'interpréter les courbes et les angles barbouillés sur la pierre grise des murs avec un liquide rouge visqueux. Peut-être Gilman aurait-il dû moins s'acharner dans ses études. Le calcul non euclidien et la physique quantique suffisent à fatiguer n'importe quel cerveau. Ils ne sont pas non plus perpendiculaires. Et quand on y ajoute le folklore, en essayant de déceler un étrange arrière-plan de la réalité à plusieurs dimensions, sous les allusions morbides des légendes gothiques, et les récits extravagants chuchotés au coin de la cheminée, peut-on s'attendre à éviter le surmenage intellectuel. Gilman venait d'Haverhill, mais ce fut seulement à Arkham, après son inscription à l'université, qu'il commença à associer ses mathématiques aux légendes fantastiques de la magie ancienne. Quelque chose dans l'air de la vénérable ville travailla obscurément son imagination. Les professeurs lui conseillèrent vivement de se détendre, allégeant à dessein son programme sur certains points. Par ailleurs, il l'avait empêché de consulter les vieux livres suspects traitant de secrets interdits. Autant de précautions qui vinrent trop tard, de sorte que Gilman eut de terribles aperçus du redoutable Necronomicon et de quelques autres ouvrages du même genre. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. En fait, c'était pour cela qu'il l'avait prise. On trouvait dans les archives beaucoup de documents sur le procès de Kezia Mason. Elle parlait au juge de lignes et de courbes qu'on pouvait tracer pour indiquer les voies qui menaient à travers les murs à des espaces différents, au-delà d'une autre. Et elle laissait entendre qu'on utilisait fréquemment ces lignes et ces courbes lors de certaines assemblées nocturnes, dans la sombre vallée de la Pierre Blanche, de l'autre côté de Meadow Hill, et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme ténébreux,
du serment qu'elle avait prêté et de son nouveau nom secret, Nahab. Puis, ayant tracé ses formules sur les murs de sa cellule, elle avait disparu. Gilman avait éprouvé une émotion bizarre en apprenant que sa demeure était encore debout après plus de 235 ans. Quand il sut les rumeurs qui couraient en secret à Arkham sur la présence persistante de Kezia, les marques irrégulières de dents humaines laissées sur certains dormeurs, les cris d'enfants entendus vers la veille du 1er mai et de la Toussaint, la puanteur souvent observée dans le grenier de la vieille maison après ces épisodes redoutables. Enfin, le petit animal velu, aux dents aiguës, qui hantait le bâtiment délabré et la ville, venant flairer curieusement les gens aux heures noires d'avant l'aube, alors il résolut de s'y installer à tout prix. Il fut aisé d'y obtenir une chambre, car la maison ayant mauvaise réputation était difficile à louer. Il parvint à se faire donner la mansarde est, où l'on prétendait que Kezia préparait ses sortilèges. La chambre de Gilman était de bonne taille, mais d'une forme bizarrement irrégulière. Le mur nord s'inclinait sensiblement vers l'intérieur de la pièce, tandis que le plafond bas descendait en pente douce dans la même direction. À part un trou de rat évident et les traces d'autres qu'on avait bouchées, il n'y avait pas d'accès, ni vestige de quelque moyen de passage menant à l'espace qui devait exister entre le mur oblique et la muraille extérieure verticale sur la façade nord de la maison. Bien que celle-ci, vue du dehors, révélât l'emplacement d'une fenêtre condamnée depuis très longtemps. La soupente au-dessus du plafond était également inaccessible. Lorsque Gilman grimpa sur une échelle jusqu'à la partie horizontale du grenier, couverte de toiles d'araignée au-dessus du reste de la mansarde, il découvrit les marques d'une ancienne ouverture hermétiquement close de lourdes planches, fixées par les solides chevilles de bois familières aux charpentiers de l'époque coloniale. Mais aucun effort de persuasion ne put décider l'impassible propriétaire à le laisser explorer aucun de ces deux espaces clos. À mesure que le temps passait, sa fascination grandit pour le mur et le plafond anormaux de sa chambre. Car il commença à lire dans leurs angles étranges une signification mathématique qui semblait offrir de vagues indices concernant leur but. La vieille Kezia, se dit-il, devait avoir d'excellentes raisons d'habiter une pièce aux angles singuliers. La menace de fièvre cérébrale et les rêves s'annoncèrent au début de février. Il se surprit à fixer de plus en plus intensément le coin où le plafond incliné vers le bas rejoignait le mur incliné vers l'intérieur. À peu près à la même époque, son incapacité à se concentrer sur ses études universitaires l'inquiéta énormément. Et son appréhension avant l'examen de fin de semestre devint extrême. Mais la sensibilité excessive de son ouïe n'était pas moins gênante. La vie était devenue une perpétuelle et intolérable cacophonie, à laquelle s'ajoutait constamment la terrifiante impression que d'autres sons, peut-être venus de régions au-delà de la vie, attendaient, vibrant juste au seuil de l'audible. Si outrés que puissent être les bruits réels, ceux des rats dans les vieilles cloisons étaient les pires. Leur grattement semblait parfois non seulement furtif, mais voulu. Quand ils venaient du mur oblique nord, il s'y mêlait une sorte de cliquetis sec.
Et lorsqu'il semblait sortir de la soupente fermée, Gilman se raidissait, comme s'il redoutait quelque horreur. Les rêves outrepassaient toutes les bornes de la raison, et Gilman y devinait la résultante de ses études conjointes en mathématiques et en folklore. La créature, pas plus grosse qu'un rat de bonne taille et que les gens de la ville appelaient curieusement Brown Jenkins, devait être le fruit d'un cas remarquable d'hallucination collective. Car en 1692, 11 personnes affirmaient l'avoir aperçu. Il courait aussi des rumeurs récentes qui déroutaient et troublaient par leur concordance. Il servait de messager entre Kezia et le diable. Parmi les étranges monstruosités que Gilman voyait en rêve, rien ne lui inspirait plus de terreur et d'écœurement que cet avorton hybride et impie. Les rêves de Gilman étaient en général des plongées dans les abîmes crépusculaires indiciblement colorés et de sons au déconcertant désordre. Ces abîmes étaient peuplés de masses de substances aux nuances inconnues, présentant des angles indescriptibles, dont les unes semblaient organiques et les autres inorganiques. Mais ce n'était pas dans ces tourbillons de totale étrangeté qu'il voyait Brown Jenkins. L'abominable petit monstre était réservé à des rêves plus clairs et plus saisissants, qu'il attaquait au moment même où il allait sombrer au plus profond du sommeil. Couché dans le noir, il luttait pour rester réveillé, quand une faible lueur dansante faisait miroiter la chambre séculaire, soulignant d'une brume violette les plans convergents qui avaient capté insidieusement son esprit. L'horreur surgissait du trou de rat dans le coin de la pièce et trottinait vers lui sur le plancher. Mais heureusement, ce rêve se dissipait toujours avant que la bête fût à portée de fourrer son museau contre lui. Elle avait des canines atrocement longues et acérées. Gilman s'efforçait chaque jour de boucher le trou de rat. Mais chaque nuit, les habitants réels des cloisons rongeaient l'obstacle quel qu'il fût. Il avait une fois prié le propriétaire d'y clouer une plaque de fer blanc. Mais la nuit suivante, les rats creusaient un nouveau trou. Et ce faisant, ils poussèrent ou traînèrent dans la chambre un drôle de petit os. Que la vieille maison ait une influence néfaste, il ne pouvait le nier. Mais sa curiosité morbide du début l'y retenait. Il se disait que seule la fièvre était responsable des chimères nocturnes. Et que la fin de l'accès le libérerait des monstrueuses visions. Elles étaient néanmoins abominablement frappantes. Brown Jenkins et la vieille femme le pressaient de venir avec eux pour rencontrer un troisième personnage, doué d'une puissance supérieure. Vers la fin de mars, il se remit aux mathématiques. Mais les autres matières l'ennuyaient de plus en plus. Il s'était découvert un don pour résoudre les équations riemanniennes et stupéfiait le professeur Upham par sa compréhension des problèmes de la 4e dimension et d'autres qui laissaient sans voix tout le reste de la classe. Ils ne sont pas non plus perpendiculaires. Le professeur Upham goûta particulièrement sa démonstration de la parenté des mathématiques supérieures avec certains moments du savoir magique, transmis à travers les âges depuis une indicible antiquité,
humaine ou préhumaine, où la connaissance du cosmos et de ses lois était plus vaste que la nôtre. Vers le 1er avril, Gilman s'inquiéta sérieusement car son état fébrile persistait. Il fut aussi contrarié d'apprendre par d'autres locataires qu'il était somnambule. On avait trouvé sa chambre vide la nuit, bien que ses vêtements n'aient pas bougé. Il avait là-dessus le témoignage de Frank Elwood, le seul de ses camarades que la pauvreté obligeait à loger dans cette maison sordide. Elwood, ayant travaillé bien après minuit, était monté lui demander son aide pour une équation différentielle. Après avoir frappé sans obtenir de réponse, il s'était permis d'ouvrir la porte non verrouillée. Mais Gilman n'était pas là. Et, informé de ce qui s'était passé, il se demanda où il avait bien pu aller, pieds nus, en pyjama. Gilman résolut d'approfondir la question si le phénomène persistait. Et songea à répandre de la farine sur le plancher du corridor pour voir où le mènerait la trace de ses pas. À mesure qu'avril passait, son ouïe, aiguisée par la fièvre, fut importunée par les prières gémissantes d'un monteur de métiers à tisser, un superstitieux qui demeurait au rez-de-chaussée et qu'on appelait Joe Masurevitch. Il racontait de longues histoires incohérentes à propos du fantôme de Kezia et de la bête, qui le hantait, si atrocement parfois que seul son crucifix d'argent, donné tout exprès par le père Ivaniki de l'église Saint-Stanislas, lui procurait quelque répit. Il priait à présent parce que le sabbat des sorcières approchait. La veille du 1er mai, c'était la nuit de Walpurgis, où les plus noirs suppôts de l'enfer parcouraient la terre. Et où tous les esclaves de Satan s'assemblaient pour des rites et des forfaits innommables. C'était toujours un moment terrible à Arkham, même si les gens bien prétendaient n'en rien savoir. Il se ferait des horreurs et 1 ou 2 enfants disparaîtraient, probablement. Joe savait tout cela, car dans son pays natal, sa grand-mère tenait ces histoires de sa propre aïeule. C'était le temps de prier et d'égrener son chapelet. Le 16 avril, Gilman passa chez un médecin et fut surpris d'apprendre que sa température n'était pas si élevée qu'il l'avait craint. Le docteur le soumit à un interrogatoire serré et lui conseilla de voir un spécialiste des maladies nerveuses. Mais les rêves, eux, devenaient atroces. Dans la phase préliminaire plus claire, la vieille sorcière devenait d'une netteté infernale. Il entendait une voix croissante qui persuadait et menaçait. Il devait, disait-elle, rencontrer l'homme ténébreux et les accompagner tous devant le trône d'Azathoth, au cœur de l'ultime chaos. Dans les rêves plus profonds, tout se précisait également. Et Gilman sentait que les abîmes crépusculaires autour de lui étaient ceux de la 4e dimension. Dans la nuit du 19 au 20 avril survint un fait nouveau. Gilman se déplaçait un peu malgré lui dans les abîmes crépusculaires quand il fut frappé des angles étrangement réguliers formés par les arêtes d'une gigantesque grappe de prismes à côté de lui. En une seconde,
il se retrouva hors de l'abîme, tremblant, sur le flanc d'une colline rocailleuse, baignée d'une intense lumière verte. Puis il vit 2 silhouettes ramper laborieusement vers lui. La vieille femme et le petit être velu. La mégère fit un effort pour se mettre à genoux et croisa les bras d'une façon singulière. Gilman se traîna dans le sens indiqué par l'angle des bras de la vieille et de la patte du petit monstre. Et il n'avait pas fait 3 pas qu'il se retrouvait dans les abîmes nébuleux. Les formes géométriques grouillaient autour de lui. Et il se mit à tomber, vertigineusement, interminablement. Pour finir, il se réveilla sur son lit, dans la mansarde aux angles d'aimants de la vieille maison mystérieuse. Mazurevitch, ayant fait la fête la veille au soir, était rentré après minuit. Levant les yeux sur la façade de la maison, il crut d'abord que la fenêtre de Gilman était obscure. Puis, il aperçut la lueur violette à l'intérieur. Il voulait avertir le gentleman, car tout le monde savait à Arkham que c'était la lumière magique de Kezia qui accompagnait Brown Jenkin et le fantôme de la vieille elle-même. Il n'en avait encore jamais parlé, mais il le fallait maintenant, parce que cela signifiait que Kezia et son démon familier hantaient le jeune homme. Pourtant, il ferait mieux de prendre une autre chambre et de demander un crucifix à quelque bon prêtre, comme le père Ivaniki. La nuit suivante, pendant son sommeil, la lumière violette se répandit sur lui, plus intense que jamais. Et la vieille sorcière, ainsi que le petit monstre velu, se moquèrent de lui. Il fut heureux de sombrer dans les abîmes crépusculaires aux vagues grondements. Puis vint le changement avec l'apparition d'immenses plans convergents d'une substance glissante. Changement qui s'acheva dans un délire fulgurant, un torrent de lumière inconnue, d'outre-monde. Il était à moitié couché sur une haute terrasse aux balustrades fantastiques dominant une jungle illimitée d'incroyables pics barbares, de plans en équilibre, de dômes, de minarets. Lorsque Gilman se leva, les dalles parurent brûlantes à ses pieds nus. Il était absolument seul, et son premier mouvement fut de marcher jusqu'à la balustrade pour contempler la vue vertigineuse de l'interminable cité. Devant le paysage, la tête lui tourna au point qu'il serait tombé sur le dallage s'il ne s'était instinctivement cramponné à la superbe balustrade. Sa main droite tomba sur l'une des figurines. Mais ce fut trop pour la finesse exotique de la ferronnerie. Et la statuette hérissée de pointe se brisa net sous son étreinte. Encore étourdi, il continua de la serrer tandis que son autre main trouvait une prise sur la rampe lisse. Alors, son ouïe, hypersensible, perçut une présence derrière lui, et il se retourna pour regarder à l'autre bout de la terrasse nue. 5 silhouettes approchaient, doucement, dont 2 étaient la sinistre vieille et le petit animal velu aux terribles dents.
Les 3 autres lui firent perdre conscience, car ces entités vivantes étaient exactement semblables aux figurines de la balustrade. Gilman se réveilla dans son lit, trempé d'une sueur froide, avec une sensation de brûlure au visage, aux mains et aux pieds. Se levant d'un bond, il s'habilla en toute hâte. Il ne savait pas où il voulait aller, mais il sentait que cette fois encore, il devait sacrifier ses cours. Il lui fallait à présent aller vers le nord, infiniment au nord. Au bout d'1 heure environ, il s'aperçut qu'il était loin de la ville. Vers 9 heures du soir, il prit machinalement le chemin du retour et entra d'un pas hésitant dans la vieille maison. Joe Mazurevitch gémissait d'inintelligibles prières, et Gilman se hâta de monter dans sa mansarde, sans s'arrêter pour voir si Elwood était là. Dès qu'il eut allumé l'électricité, ce fut le choc. À la faible lumière de l'ampoule, il vit aussitôt sur la table ce qui n'aurait pas dû s'y trouver. Couché sur le flanc, c'était la figurine exotique hérissée de points que, dans son rêve monstrueux, il avait détaché de la fabuleuse balustrade. Seul l'état d'hébétude auquel il était enclin l'empêcha de hurler. Cette fusion du rêve et de la réalité était intolérable. Encore sous le choc, il saisit l'objet hérissé et descendit en chancelant chez Dombrowski, le propriétaire. Non, il n'avait jamais vu cet objet et ne savait rien à son sujet, mais sa femme lui avait dit qu'elle avait trouvé une drôle de chose dans un des lits en faisant les chambres, et c'était peut-être ça. Dombrowski l'appela. Oui, c'était bien ça. Elle l'avait trouvé dans le lit du jeune gentleman. Ça lui avait paru bizarre. Elle ne savait rien du tout. Gilman remonta donc l'escalier, l'esprit bouleversé, convaincu qu'il rêvait encore ou que son somnambulisme l'avait entraîné à des déprédations dans des lieux inconnus. Demain, il mènerait une enquête. Dans l'escalier et sur le palier du grenier, il sema un peu de farine. Une fois dans sa chambre, il posa l'objet bardé de pointes et, totalement épuisé, il se coucha. Dans le grenier fermé au-dessus du plafond oblique, il crut entendre un faible grattement et un pas feutré. Dans l'éblouissante lumière violette du rêve, la vieille femme et le monstre revinrent, et plus distinctement que jamais. Cette fois, ils l'atteignirent réellement, et il se sentit saisi par les griffes desséchées de la sorcière. Il fut tiré du lit, jeté dans l'espace, et se retrouva bientôt dans un réduit aveugle où des poutres et des planches se rejoignaient au faîte, juste au-dessus de sa tête. Et un curieux plancher s'abaissait obliquement sous ses pieds. Posés sur des étais, des meubles bas pleins de livres, à tous les degrés d'antiquité et de désintégration. Et au milieu, une table et un banc cloués en place. Dans l'ardente lumière violette, Gilman crut voir un double de la forme hérissée de pointes. Sur la gauche, le plancher s'interrompait brusquement au bord d'un gouffre noir, triangulaire, d'où émergea bientôt le monstre.
La mégère étreignait sa victime, et devant la table était assis un personnage que Gilman n'avait jamais vu. Un homme grand qui portait pour tout vêtement une robe informe d'une lourde étoffe noire. L'homme ne parlait pas, il désignait seulement un livre d'une taille prodigieuse qui était ouvert sur la table, tandis que la mégère fourrait une énorme plume d'oie grise dans la main droite de Gilman. Surtout, cela pesait un climat de peur affolant, qui fut à son paroxysme lorsque le monstre velu le mordit brusquement au poignet, juste au-dessous de sa manche. Au moment même où le sang jaillissait de sa blessure, Gilman s'évanouit. Il se réveilla le matin du 22 avec une douleur au poignet gauche et vit que sa manche était brune de sang séché. Ses souvenirs étaient très confus, mais la scène avec l'homme ténébreux dans l'espace inconnu se détachait de façon frappante. Les rats avaient dû le mordre pendant son sommeil, suscitant le coup de théâtre de son effroyable rêve. Ayant ouvert la porte, il constata que la farine était intacte sur le plancher du couloir. Il ne s'agissait donc pas de somnambulisme cette fois. Mais il fallait faire quelque chose au sujet de ces rats. Il en parlerait à son propriétaire. De nouveau, il tenta de boucher le trou à la base du mur oblique en y enfonçant un chandelier qui semblait à peu près de la bonne taille. Ses oreilles bourdonnaient abominablement, comme si elles gardaient l'écho de quelque horrible bruit entendu dans ses rêves. Mazurevitch insistait sans cesse pour qu'il se procure un crucifix. Prenez-le! Attention! Et il finit par lui en imposer un qui, disait-il, avait été béni par le bon père Ivaniki. Gilman et Elwood firent le tour des musées de la ville pour tenter d'identifier l'étrange statuette à pointe. Mais toujours sans succès. Partout, cependant, elle éveilla un profond intérêt, car sa totale étrangeté était un défi formidable pour la curiosité des scientifiques. Aujourd'hui encore, le défi reste entier. Le matin du 27 avril, un nouveau trou de rat apparut dans la chambre que partageait Gilman. Mais Dombrowski l'obtura le jour même. Le poison restait sans effet, car les grattements et les galopades dans les murs étaient pratiquement inchangés. Elwood rentra tard cette nuit-là, et Gilman l'attendit. Il ne voulait pas s'endormir seul dans une chambre, d'autant plus qu'il avait cru apercevoir au crépuscule, à l'entrée d'une cour sordide, la répugnante vieille dont l'image s'était si horriblement imposée dans ses rêves. Cette nuit-là, Gilman revit la lumière violette. Il avait entendu dans son rêve des bruits de griffes et de dents rongeuses dans les cloisons. Et il lui sembla qu'un maladroit cherchait à tâtons le loquet. Puis il vit approcher sur le tapis la vieille femme et le petit monstre velu. Le visage de la harpie rayonnait d'une jubilation inhumaine, et la petite infection aux dents jaunes gloussait en désignant ironiquement au bout de la chambre Elwood, qui dormait à poing fermé dans l'autre lit. Paralysé de terreur, Gilman n'eut pas même la force de crier. Comme la première fois, la hideuse mégère le saisit aux épaules, le tira de ses draps et le jeta dans l'espace vide. De nouveau, l'infini hurlant des abîmes crépusculaires
étincela devant lui. Mais une seconde plus tard, il se vit dans une ruelle inconnue, sombre, boueuse et puante, dont les vieilles maisons aux murs pourrissants se dressaient de tous les côtés. L'homme ténébreux était là. Il montra sans un mot une entrée obscure qui s'ouvrait sur la droite. La mégère grimaçante s'y engouffra, traînant Guilman à sa suite par sa manche de pyjama. Il y eut un escalier nauséabond au craquement sinistre, où la vieille semblait répandre une vague lueur violette. Et enfin une porte donnant sur un palier. La sorcière tâta le loquet, ouvrit la porte et, faisant signe à Guilman de l'attendre, disparut dans les ténèbres. L'oreille hypersensible du jeune homme perçut une affreuse plainte étouffée, et presque aussitôt la mégère sortit de la pièce portant une forme inerte qu'elle tendit au rêveur comme pour lui ordonner de la porter. La vue de cette forme et l'expression de son visage rompirent le sortilège. Trop hébété encore pour crier, il se précipita imprudemment dans l'escalier fétide et dehors dans la boue. Seul l'arrêta l'homme ténébreux qui attendait et le prit à la gorge. Avant de perdre connaissance, il entendit, atténué, le gloussement aigu du petit monstre. Le matin du 29, Guilman s'éveilla dans un maelstrom d'horreur. Au moment même où il ouvrit les yeux, il comprit qu'il se passait une chose effroyable, car il était de nouveau dans la vieille mansarde, au plafond et aux murs obliques, affolé sur le lit maintenant défait. Sa gorge était inexplicablement douloureuse, et quand il fit effort pour s'asseoir, il constata avec une terreur grandissante que ses pieds et le bas de son pyjama étaient souillés de boue séchée. Sur le moment, ses souvenirs restèrent désespérément brumeux, mais il ne put douter d'avoir marché dans son sommeil. Le plancher portait de confuses empreintes boueuses, mais bizarrement, elles n'arrivaient pas jusqu'à la porte. Outre les siennes qu'il reconnaissait, il en était de plus petites, presque rondes, telles que pourraient en faire les pieds d'un grand siège ou d'une table, sauf que la plupart avaient tendance à se diviser par moitié. Il y avait encore de curieuses traces boueuses, celles de pattes de rat qui sortaient d'un nouveau trou et y rentraient. Guilman fut frappé de stupeur et craignit de devenir fou lorsqu'il s'aperçut qu'il n'y avait aucune trace de boue dans le couloir. Descendant chez Elwood, il le tira enfin de son sommeil et lui raconta dans quelle situation il s'était retrouvé. Mais son hôte n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. Guilman suivit machinalement les cours ce matin-là. À midi, il déjeunait au foyer de l'université quand il ramassa un journal sur le siège voisin. Un article en première page le laissa sans force. Le regard fou, à peine capable de régler son addition et de regagner, en vacillant, la chambre d'Elwood. Il s'était produit un mystérieux enlèvement, la nuit précédente, dans le passage Horn, et l'enfant de 2 ans d'une blanchisseuse un peu simple, nommée Anastasia Voleshko, avait complètement disparu. La mère, disait-on, le redoutait depuis un certain temps, mais les raisons qu'elle donnait de ses craintes étaient si grotesques que personne ne les prit au sérieux. Elle prétendait avoir vu Brown Jenkins autour de la maison,
à plusieurs reprises depuis le début de mars. Et elle avait compris, par ses grimaces et ses gloussements, que le petit Ladislas était marqué pour le sacrifice de l'épouvantable sabbat de la nuit de Walpurgis. Elle avait demandé à sa voisine de venir coucher dans la chambre pour essayer de protéger l'enfant, mais la voisine n'avait pas osé. Elle ne pouvait pas en parler à la police qui ne croyait jamais à ce genre de choses. Chaque année, des enfants avaient disparu de la même manière. Mais ce qui donna des sueurs froides à Gilman fut la déclaration de deux fêtards qui étaient passés devant l'entrée du passage aussitôt après minuit. Ils reconnaissaient qu'ils étaient ivres, mais juraient tous deux avoir vu un trio bizarrement vêtu entrer furtivement dans le passage obscur. Il y avait, disait-il, un homme en robe, une petite vieille en guenilles et un jeune blanc en pyjama. La vieille traînait le jeune homme, tandis qu'au pied de l'homme, un rat apprivoisé se frottait en allant et venant dans la boue. Gilman demeura assis tout l'après-midi sous le choc, et Elwood, qui avait vu les journaux, le trouva ainsi en rentrant. Cette fois, il ne pouvait douter qu'un piège hideux fût sur le point de se refermer sur eux. Ils ne dormirent ni l'un ni l'autre cette nuit-là. Mais le lendemain, ils manquèrent tous deux les cours et restèrent à somnoler. C'était le 30 avril, et avec le crépuscule viendrait le temps de l'infernal sabbat que redoutaient tous les étrangers et les vieillards crédules. Mazurevitch rentra à 6 heures, annonçant qu'on chuchotait à la filature. Les réjouissances de Walpurgis se tiendraient dans le ravin obscur derrière Meadow Hill, là où se dresse la vieille pierre blanche. Certains avaient même averti la police qu'il fallait chercher là le petit disparu. Joe insista pour que l'infortuné gentleman porte son crucifix à chaîne de nickel, et Gilman le mit, en le laissant pendre sous sa chemise pour faire plaisir à Joe. Tard le soir, les jeunes gens somnolaient dans leurs fauteuils, bercés par la prière rythmée du monteur de métier au rez-de-chaussée. Gilman écoutait dans son demi-sommeil, et son ouïe, d'une acuité surnaturelle, semblait à l'affût de certains murmures ténus et redoutables derrière les bruits de la vieille maison. Des souvenirs morbides du Necronomicon et du livre noir lui revinrent à l'esprit, et il se surprit à se balancer aux cadences infâmes qui marquaient, disait-on, les plus noires cérémonies du sabbat, et dont l'origine était étrangère au temps et à l'espace qui nous sont accessibles. Il comprit bientôt ce qu'il essayait d'entendre. La psalmodie diabolique des officiants au loin dans la vallée noire. Voyant qu'Elwood s'était endormi, il voulut l'appeler pour le réveiller. Mais quelque chose lui ferma la bouche. Il n'était plus son maître. Aurait-il donc signé le livre ? Dominant la psalmodie lointaine et la prière proche de Joe, un autre son lui parvint. Un grattement discret mais résolu venant des cloisons. Il souhaita que les lampes électriques ne s'éteignent pas. Puis il vit au bord du trou le petit visage barbu armé de crocs, et il l'entendit tâtonner à la porte. Le hurlant abîme étincela devant lui. Il se sentit impuissant dans l'étreinte informe du conglomérat de bulles irisées. Il pressentait ce qui allait arriver.
l'explosion cosmique des champs valpurgiens. Mais tout cela disparut en un instant. Il se retrouva dans l'espace étroit, au toit pointu, illuminé de violet, avec son plancher oblique, les bibliothèques basses de livres anciens, la table et le banc, les objets bizarres, et le gouffre triangulaire au bout. Sur la table était étendue une petite forme blanche, un enfant nu et inconscient, tandis que de l'autre côté, la monstrueuse vieille, le regard mauvais, portait dans sa main droite un couteau luisant aux manches singuliers, et de sa main gauche, une coupe en métal clair, de proportions insolites, couverte de dessins curieusement ciselés. Elle psalmodiait d'une voix rauque un rituel dont Gilman ne put comprendre la langue, mais qui rappelait un passage cité, non sans réserve, dans le Necronomicon. On retrouva Gilman sur le plancher de sa vieille mansarde aux angles bizarres, longtemps avant l'aube, car le terrible cri avait fait accourir aussitôt les voisins, et avait même réveillé Elwood profondément endormi dans son fauteuil. Il était vivant, les yeux ouverts, le regard fixe, apparemment inconscient. Sa gorge portait les empreintes de 2 mains meurtrières, et sa cheville gauche, une affreuse morsure de rat. Son vêtement était horriblement froissé, et le crucifix de Joe avait disparu. Elwood tremblait, n'osant pas même imaginer quelle nouvelle forme avait pu prendre le somnambulisme de son ami. Quand le rêveur fut installé sur son lit dans la chambre d'Elwood, on envoya chercher le docteur Malkowski, et il fit à Gilman 2 piqûres qui le détendirent. Dans la journée, le malade reprit par moments conscience et fit à voix basse le récit décousu de son dernier rêve. La sorcière levait l'énorme et hideux couteau au-dessus de la petite victime. Je me précipitais comme un fou pour empêcher le crime monstrueux. Je lui passais la chaîne du crucifix autour de la gorge. Ce que j'avais évité en détournant le couteau de la poitrine, les crocs jaunes de la bête maudite l'avaient fait. Brown Jenkins, en bas, dans le gouffre. Ce fut un effort pénible, et dès le début apparut un nouveau fait déroutant. Gilman était maintenant complètement sourd. Le docteur Malkowski, rappelé d'urgence, apprit à Elwood que les 2 tympans étaient crevés, comme s'ils avaient subi le choc d'un son formidable, dont l'intensité dépassait les notions et la résistance humaine. Elwood écrivit sur un papier ce que Gilman avait à dire, de sorte que la conversation continua. Ils étaient d'accord pour quitter cette vieille maison maudite aussitôt qu'ils pourraient. Les journaux du soir parlèrent d'une descente de police juste avant l'aube dans un ravin derrière Meadow Hill, où étaient réunis d'étranges noctambules. Dans une autre rubrique, on déclarait qu'aucune trace n'avait été retrouvée du petit disparu, Ladislas Voleshko. L'horreur suprême survint cette nuit-là. Elwood ne l'oubliera jamais, et dut quitter l'université jusqu'à la fin du trimestre à cause de la dépression nerveuse qui en résulta. Toute la soirée, il avait cru entendre les rats dans les cloisons. Puis, longtemps après que Gilman et lui se furent couchés, des cris atroces s'élevèrent. Elwood sauta du lit, alluma l'électricité et se précipita vers le lit de son hôte. Celui-ci,
émettait des sons véritablement inhumains. Il se tordait sous les draps et une tache rouge commençait à apparaître sous les couvertures. Elwood osa à peine le toucher. Mais peu à peu, les cris et les convulsions s'apaisèrent. Quand le médecin arriva et entreprit de retirer ces effroyables couvertures, Walter Gilman était mort. C'était pratiquement un tunnel qui traversait son corps, et son cœur avait été dévoré. Il semble que pendant cette dernière nuit atroce, Joe se soit penché pour regarder les traces des pattes sanglantes qui menaient du lit de Gilman au trou de rat voisin. Sur le tapis, elles étaient très confuses, mais le plancher était nu entre le bord du tapis et la plainte. Là, Joe avait découvert une chose monstrueuse. Les traces sur le parquet étaient sans doute extrêmement différentes des empreintes normales d'un rat. Elles ressemblaient à celles de 4 minuscules mains humaines. La maison ne fut plus jamais louée. Dès que Dombrowski l'eut quittée, la chape de l'irrémédiable abandon commença de s'étendre sur elle. En mars 1931, une tempête détruisit le toit et la grande cheminée de la maison de la sorcière alors inoccupée. De sorte qu'un désordre de briques brisées, de bardeaux noircis et moussus, de planches et de poutres pourries s'effondra dans le grenier et en défonça le plancher. La démolition de la bâtisse délabrée survint en décembre de la même année. Parmi les décombres qui avaient crevé l'ancien plafond oblique, plusieurs choses alertèrent les ouvriers, qui prévinrent la police. Il y avait des os, sérieusement écrasés et brisés, mais manifestement humains. Le médecin légiste déclara que certains appartenaient à un jeune enfant, alors que d'autres, mêlés à des lambeaux pourris d'étoffe brunâtre, étaient ceux d'une femme âgée, de petite taille et voûtée. Un tri minutieux des débris révéla aussi beaucoup de minuscules os de rats pris dans l'effondrement, ainsi que d'autres, plus anciens, rongés par de petits crocs. On découvrit d'autres objets, notamment les fragments confondus de beaucoup de livres et de papiers. Tous sans exception semblaient avoir trait à la magie noire sous ses formes les plus évoluées et les plus horribles. Archéologues et anthropologues essaient encore aujourd'hui d'expliquer les bizarres dessins ciselés sur une coupe écrasée dont l'intérieur portait de sinistres taches brunes. Les étrangers et les grands-mères sont inépuisables au sujet du crucifix de nickel à la chaîne brisée, mêlé au débris, et dans lequel Joe reconnut, en tremblant, celui qu'il avait donné au pauvre Gilman des années plus tôt. Quand on abattit le mur oblique dans la chambre de Gilman, on s'aperçut que l'espace triangulaire, autrefois fermé entre cette cloison et le mur nord de la maison, contenait beaucoup moins de gravats que la chambre proprement dite. Mais on y trouva une épouvantable couche de matière plus ancienne qui paralysa d'horreur les démolisseurs. Bref, le sol était un véritable ossuaire fait de squelettes de petits enfants, certains assez récents, mais d'autres remontaient par des degrés infinis jusqu'à une telle ancienneté qu'ils tombaient presque en poussière. Sur cette profonde strate osseuse reposait un couteau de grande taille, visiblement très ancien, et d'un dessin grotesque, exotique et surchargé, au-dessus duquel s'entassaient les débris. Au milieu de cet amas,
Un objet devait susciter à Arkham plus de troubles, de terreur dissimulée et de commentaires que tout ce qu'on avait découvert dans la maudite maison hantée. C'était le squelette à demi écrasé d'un énorme rat, dont les anomalies de forme sont toujours un objet de discussion. On divulgua très peu de choses au sujet de ce squelette, mais les ouvriers qui l'avaient découvert parlaient à voix basse d'un air horrifié des longs poils brunâtres qui l'accompagnaient. Les os des pattes minuscules, dit-on, dénotent des facultés de préhension plus caractéristiques d'un petit singe que d'un rat, tandis que le crâne, au féroce croc jaune, est absolument anormal, car vu sous certains angles, il paraît la caricature monstrueuse d'un crâne humain en miniature. Les ouvriers se signèrent, avec épouvante, quand ils exhumèrent cette abomination. Mais plus tard, ils brûlèrent des cierges en témoignage de gratitude à l'église Saint-Stanislas, parce que ce gloussement suraigu de fantôme, ils étaient sûrs de ne plus l'entendre jamais.